Bonjour les gars et les filles du foyer 101. Bonjour, monsieur. Cool, grand, bravo. Alors, première civilisation 2. Aujourd'hui, nous allons parler des Sumériens. Voici leur espace temporaire des 3700. On peut dire qu'à 3700 avant Jésus-Christ, c'était une civilisation. C'est une date approximative, ça ne s'est pas fait d'un jour à l'autre. Jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ, quand ils sont soumis par les Babyloniens. Les Babyloniens vont avoir le dessus militaire, mais les Babyloniens ont tout appris des Sumériens. Les Sumériens ont inventé pratiquement tout. Tellement de choses qu'on ne devrait pas les appeler les Sumériens, mais on devrait les appeler les Soumétou, parce qu'ils ont tout inventé, pas rien, tout. Donc, alors, c'est une joke, pas à prendre en note, les Sumériens. Tout d'abord, premier mot-clé, la basse Mésopotamie. On va les situer géographiquement. On a déjà regardé la carte, on la regarde encore. Ici, vous voyez, il y a les croissants fertiles. Le pays de Sumer, dont les habitants, on les appelle les Sumériens, plus souvent les Sumériens, se trouve dans la partie sud-est de la Mésopotamie, la basse Mésopotamie. C'est là qui c'était le premier foyer de sédentarisation, le Tigre, l'Euphrate, d'accord? Des siècles, des millénaires après, ils deviennent une civilisation. D'accord? L'agriculture d'abord permet la sédentarisation, la naissance de la société, les travaux, les métiers se diversifient, les gens se spécialisent, la société se complexifie, et voilà ce qui est la civilisation. Nous reconnaissons que les Sumériens sont la première de toutes les civilisations. Voilà parce qu'ils ont inventé beaucoup de choses. D'accord? Et tout a commencé par le surplus alimentaire qui a permis aux gens de faire d'autres choses qui pas seulement travailler pour la production de l'agriculture. Comme vous voyez par la carte, il y avait plusieurs villes. La première capitale, c'est Ur, mais on a aussi Uruk, Lagash, Eridu. Plusieurs villes. Toutes ces villes-là ont au centre le temple de la ville. D'accord? Le temple. Chaque temple est dédié à une divinité différente, particulière, qui protège la ville. Et tantôt on parlera de leur religion qui est polythéiste. Voici quelques informations sur leur endroit. Deuxième mot-clé, pays de Sumer. On l'appelle comme ça. C'est le premier pays au monde. Aujourd'hui, quand nous regardons une carte géographique, nous voyons plusieurs couleurs, des différentes couleurs et des lignes. Et à chaque couleur, nous reconnaissons un pays. Et chaque ligne, nous savons que c'est la frontière. Mais en origine, le monde n'avait pas de pays, n'avait pas de frontières. Le premier pays, c'est celui-ci, le pays de Sumer. Qu'est-ce qu'il a fait que plusieurs villes se mettent ensemble et deviennent un pays? Parce qu'avant d'être un pays, chaque ville était comme autonome, indépendante. C'était une question de guerre. D'accord? Que quand cette civilisation qui était riche avait quand même des ennemis, des peuplades, des nomades ou semi-nomades, l'attaque, ils veulent s'approprier de leurs richesses, ces gens doivent se défendre. Mais vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « l'union fait la force ». Comment devenir plus fort? Si les villes rassemblent leurs armées, si les villes rassemblent leurs guerriers. Or, leurs guerriers deviennent tous une armée, donc il y a un chef. C'est le chef des guerres. D'accord? Et même quand la guerre finit, c'est la paix, le chef garde le pouvoir. D'accord? Et donc, il réside sur une ville, dans une ville, et la première capitale des pays du Sumer, c'est Ur, la ville d'Ur. D'accord? Et voilà que le premier pays est né. Plusieurs villes sont soumises à la même autorité. D'accord? Et voilà, c'était tout sur les pays de Sumer. Question? Younes. Quand un roi meurt, qui le remplace? On y parle.
là, le roi. On y vient, je vais répondre à ta question avec ce... Le roi. On pourrait dire que s'il y a un roi, il y a une monarchie. Une des choses que les Sumériens ont élaborées, c'est l'idée de la monarchie. C'est-à-dire que le pouvoir du chef se transmet de père en fils, par héritage. Quel est l'avantage de la monarchie? Bon, il y a deux avantages au moins, d'accord? Le premier avantage, c'est que quand le chef, le roi, meurt ou il décède, ou il n'est plus en mesure de commander, ou quand il abdique, quand il renonce à son pouvoir, on sait tout de suite qui sera le nouveau chef. C'est son fils aîné, normalement. C'est la règle de base d'une monarchie. Ceci évite des luttes, ceci évite des guerres civiles. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas, si ce n'est pas clair qui sera le nouveau chef, les gens ont tendance à faire des disputes, à faire des luttes, d'accord, qui des fois ont des conséquences très graves, d'accord, que ça devient une guerre civile. Vous savez qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une guerre? C'est la guerre civile. Quand les gens du même peuple, d'une même nation se font la guerre entre différentes factions. Alors que le premier avantage de la monarchie, c'est que ça évite des guerres civiles. Le deuxième avantage, c'est que le fils aîné du roi, celui qui est destiné un jour à à succéder à son père, reçoit une formation pour devenir chef. Il regardera attentivement comment son père fait. Il aura les meilleurs éducateurs qui vont s'occuper de lui. Évidemment, on peut le dire que la monarchie a aussi des inconvénients, dans la gestion du pouvoir. On l'a vu par exemple dans la grande monarchie française, qui a duré jusqu'à la Révolution et a été reprise même après. Quand le roi avait une bonne personnalité, une bonne intelligence et une bonne capacité de leadership, c'était un bon roi. Mais des fois, le roi, même j'étais le fils du roi précédent, il arrivait que ce n'était pas la bonne personne. Et là, tous les pays étaient dans le trouble. D'accord? Mais pour le moment, nous allons dire que la monarchie évite des guerres civiles. La monarchie donne plus de stabilité à un pouvoir. Alors que le roi est surtout le chef de guerre, mais quand il n'y a pas de guerre, il s'occupe aussi de l'organisation de la ville et de tous les pays. Comme par exemple, il va se trouver des collaborateurs qui s'occupent de la construction des temples, et que le pouvoir politique en Mésopotamie, comme dans toutes les anciennes civilisations, est relié à la religion. D'accord? Donc, il faut s'occuper de la pratique de la religion, construction des temples. Le roi s'occupe de trouver des gens qui vont faire les travaux d'irrigation, d'accord, des travaux pour amener l'eau dans les terres plus lointaines par rapport au fleuve, ou bien à éviter trop d'inondations, donc construire des digues, d'accord. Et le roi aussi commence à faire des lois, à établir des lois. Et pour le moment, ce sont des lois orales, des ordres. Et le roi organise la collecte des tribus, des taxes. Il a besoin de cet argent-là, il a besoin de ces contributions des paysans pour nourrir et payer les soldats, les guerriers, et aussi pour réaliser tous ces travaux publics, ces infrastructures dont tous les pays ont besoin. Question, commentaire jusqu'ici? L'amic. Le roi, s'il n'a pas d'enfant, comment ça se passe? Normalement, il y a des règles de succession. Si on prend l'exemple de la monarchie britannique en ce moment, il y a une centaine de personnes, même plus, qui sont dans la ligne de succession. D'accord? Il y a la reine Elisabeth, puis son fils aîné, qui c'est le prince Charles, puis le fils de Charles, le premier fils de Charles, qui c'est William, puis le premier fils de William, qui c'est le petit prince George, sa sœur qui s'appelle Charlotte, l'autre sœur que je ne m'en souviens plus,
Et puis ça revient à l'oncle, à l'autre, au frère de William, comment il s'appelle, le prince, hein? Celui-là qui s'est marié avec l'américaine et là qui est parti aux États-Unis. Hein? Harry, oui, c'est ça, d'accord? Donc il y a toutes des règles de succession. Cyril, Nomani. Parle plus fort, je n'entends pas. Oui. Et donc c'est le deuxième fils qui devient le prince héritier. Hein? Oui, les cousins, là, les neveux, d'accord. Il y a tous une ligne. Prochain mot-clé, le cadastre de Dongui. Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est un cadastre? Oui, Younes. C'est un registre des propriétés privées. Donc, nous avons dit qu'avec la naissance, avec la sédentarisation, la naissance des premières sociétés, on développe aussi l'idée, le concept de la propriété privée. Les gens commencent à clôturer les terres qu'ils cultivent et dire que ceci m'appartient. D'accord? Je peux le vendre, ce terrain, ou à ma mort, je vais le transmettre en héritage à mes enfants. C'est la propriété privée. Or, que les Sumériens n'avaient pas seulement la propriété privée, mais ils avaient aussi des registres. D'accord? Ils avaient des systèmes où ils dessinaient des plans, des cartes, où on marquait tous les lots, tous les terrains, et on avait un système pour savoir qui étaient les propriétaires de chacun de ces lots-là. Ce registre-là s'appelle cadastre. Le plus ancien cadastre que nous avons trouvé se trouve dans une ville sumérienne qui s'appelle la ville de Dongui, le cadastre de Dongui. Nous reste du temps, on regardera les images dans le livre, il y a des photos du cadastre de Dongui. D'accord? Or, que le cadastre est une réalité sociale, quelque chose qui existe encore aujourd'hui. D'accord? Chaque ville, normalement, ville organisée, moindrement organisée, a son cadastre. Qui consulte les cadastres normalement? Tout le monde a le droit de consulter les cadastres, mais il y a une catégorie professionnelle, il y a quelqu'un qui par métier le consulte régulièrement. Qui d'après vous? Oui? Non, ouais, ça peut arriver, mais oui. Les maires le consultent, à des fonctionnaires qui le consultent pour lui, pour nous charger la taxe foncière, la taxe sur les maisons, sur toutes les propriétaires. Oui, la ville consulte le cadastre pour nous imposer la taxe. Mais il y a quelqu'un d'autre, oui. Le roi. Et à Élise. Quelqu'un qui par profession doit consulter les cadastres, oui. Alors, je vais vous le dire, le notaire. Les notaires. Alors, supposons que Travis est mon neveu, d'accord? Okay. Puis, à un moment donné, je pars à la retraite, je vais vivre en Floride, mon appartement à Montréal reste vide. Lui, il s'est rendu à l'université, d'accord? Et alors, il a besoin d'un endroit où aller, et je vais lui dire, OK, Travis, tu peux occuper mon appartement. Tu restes là. Je te permets de l'occuper, d'accord, d'y vivre dedans. OK, puis à un moment donné, d'accord, qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut se faire de l'argent. Et alors, sur le balcon de mon appartement, il va mettre une pancarte à vendre. D'accord, appartement à vendre. Est-ce qu'il pourra le vendre? Qui va l'empêcher? Non, pas moi, moi je suis en Floride. Ah, le notaire. Le notaire. D'accord? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une vente d'une propriété immobilière, d'une terre, d'un appartement, d'une maison, d'accord? Tout ce transfert de propriété doit être enregistré. Et donc, le notaire va consulter le cadastre. Dans ce cas, il va dire à Travis, non, Travis, tu ne peux pas vendre l'appartement. Tu l'occupes, tu l'utilises, mais tu n'es pas le propriétaire. C'est Pierluigi Corleone le propriétaire. Comprenez-vous? D'accord? Et le notaire, donc, c'est lui qui fait toutes les transformations du cadastre.
ok, qui met toutes les informations, de sorte qu'aujourd'hui, nous savons qui est propriétaire de qui, de quoi. Question. Mia. C'est quoi déjà un cadastre? Un registre des propriétés immobilières. Propriétés immobilières, des choses qu'on ne peut pas bouger. Donc, ce sont les terres, les appartements, les maisons. D'accord? Ça, ce sont les propriétés immobilières. La religion. Alors que les Sumériens ont une religion polythéiste. Je vais l'écrire ici. D'accord? Une religion polythéiste. Qu'est-ce que le polythéisme? Qui est capable de me le dire, Aozo? C'est une religion qui a plusieurs dieux. Exact. C'est une religion qui a plusieurs dieux et déesses aussi. Poly, c'est le préfixe qui ça veut dire plusieurs. Théiste, théos, ça veut dire que Dieu, non? Le polythéiste, hein, comme on a par exemple polyvalent, polygamie, ok? Qui ont le même suffixe. Donc, comme presque toutes les anciennes religions, la religion des Sumériens a plusieurs dieux et déesses, d'accord, auxquels les gens font des temples. Ok, un dieu dans le polythéisme a une conception complètement différente d'un dieu du monothéisme. Hein, monothéisme, le christianisme croit dans un seul Dieu, monothéisme, le judaïsme, l'islam sont les grandes religions monothéistes, d'accord? Un Dieu infini, spirituel, invisible, présent partout, tout puissant, qui sait tout, d'accord? Qui a tout créé. Or, les dieux dans un polythéisme sont différents, d'accord? On les voit dans les astres, on voit leur volonté dans les astres, mais ils ont souvent un corps humain, ils ont des passions, ils ont des limites. Souvent, ils sont nés, il y a des légendes qui expliquent leur naissance, d'accord? Mais ces dieux-là ont des pouvoirs surnaturels. Ces dieux-là sont capables d'envoyer aux humains des bonnes et des mauvaises choses. Et donc, on leur fait un culte, d'accord? La première chose, c'est faire des temples, et puis des sacrifices, des cérémonies. Et le roi, normalement, est considéré comme un représentant de Dieu. Que le roi doit faire la volonté divine. S'il fait des lois, ce n'est pas simplement l'ordre du roi, mais c'est quelque chose qui vient de la volonté de quelque Dieu qu'il faut respecter. D'accord? On l'a dit, dans la Mésopotamie, comme dans toutes les civilisations de l'Antiquité, le pouvoir politique est aussi un pouvoir religieux. D'accord? Et dans la religion des Sumériens, les Babyloniens vont le développer beaucoup plus, il y a beaucoup d'astronomie. D'accord? L'astronomie, on observe les astres pour comprendre la volonté de Dieu. Et puis, il y a certains prêtres que nous, on pourrait appeler les devins, d'accord, qui sont ceux qui, par de différentes façons, vont dire aux gens quelle est la volonté de Dieu. D'accord? Par exemple, en nous regardant les entrailles d'une victime sacrificale, d'accord, par exemple, regardant les entrailles des oiseaux qu'on a sacrifiés, les mouvements des intestins, les devins sont capables de comprendre des signes divins. Les Sumériens, comme tous les Mésopotamiens, prient les dieux pour qu'ils les sauvent de la chose qu'ils craignent le plus, c'est-à-dire le déluge. D'accord? Le déluge. Qu'est-ce que le déluge? Je l'écris au tableau. Déluge, c'est une pluie sans cesse, qui dure que des jours, que des semaines, des mois. D'accord? Une pluie qui fait en sorte que les fleuves inondent pas seulement les terres à côté, mais qui inondent les villes et qui font noyer tout le monde. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en Mésopotamie, nous l'avons dit, les fleuves inondent les champs. Quelquefois, les inondations sont contrôlées.
Les inondations sont bénéfiques, mais quelquefois, bon, les inondations sont excessives et font des dégâts. Donc, ce qu'ils craignent le plus, c'est une inondation totale, une destruction totale. Donc, souvent, ils prient leur divinité de les sauver du déluge. Question. L'amic. Il n'y a pas des imposteurs de vin. C'est un sujet complexe, d'accord? On ne peut pas réduire une religion à des impostures, d'accord? Ce sont la façon qu'à ce temps-là, dans ce contexte, ils étaient capables de rentrer en contact avec ce monde toujours mystérieux qui est le divin. D'accord? Aélis. On sait que ça, il y a comme une monarchie, donc ça a commencé quelque part, mais comment est-ce qu'on a élu comme un roi? Comment est-ce qu'on a fait? Mais à un moment donné, on a reconnu un chef de guerre, et puis il a consolidé son pouvoir au point d'être capable de transmettre à son enfant. Prochain mot-clé, le commerce et le transport. Donc, c'est une société riche, celle des Sumériens. Les Sumériens. Et il y a de plus en plus de diversification du travail, donc de plus en plus de métiers. On avait dit l'artisan qui fabrique les outils, mais maintenant on a aussi des tisserands, on a aussi déjà des artisans qui font des pots, qui s'occupent de la poterie, on a aussi des forgerons, on développe la métallurgie, donc beaucoup de produits. Et beaucoup de produits alimentaires, des denrées alimentaires. Denrées alimentaires, ce sont de grandes quantités de produits agricoles qu'on transfère, qu'on transporte, qu'on vend, qu'on commerce. Donc, beaucoup de commerces, d'accord? Autant un commerce intérieur du pays, surtout des denrées alimentaires, mais plus tard, quand il va y avoir d'autres pays, d'autres civilisations, un commerce aussi extérieur, surtout avec l'Égypte. D'accord? Avec l'Égypte, ils vont faire que le commerce, c'est une affaire d'État, gérée par l'État, et ce sont des objets de luxe, surtout utilisés pour le culte. Des statues, des bijoux, de l'encens, des offrandes aux dieux, parce que nous en parlerons plus tard, l'Égypte, pour l'Antiquité, était considérée comme le pays qui était capable de produire les objets les plus luxueux, d'accord, les mieux réputés, les plus beaux, les bijoux, les statues les plus désirables, d'accord, par les acheteurs. Or, il faut savoir une chose, que ça va être une constante pour jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Le commerce, ça devient aussi la façon que les gens d'un pays et des différents pays communiquent. Ça ne devient pas seulement un échange d'objets, mais aussi des échanges culturels et technologiques. D'accord? Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, nous avons Internet qui c'est vraiment le maximum de la communication, inimaginable même jusqu'à quand j'avais votre âge. Mais il n'y avait pas de télévision, de radio, d'accord? Oui, il y avait un peu d'écriture, mais pas beaucoup d'échanges de lettres, ok? Où il n'y avait pas de livres. Donc, comment les gens s'échangeaient les idées? Ou la nouvelle technologie, les nouvelles inventions, c'était les marchands qui voyageaient, d'accord? Les marchands, plus il y a de commerce, et plus les villes évoluent dans leurs idées et dans leur technologie. Pourquoi? Il y a plus de marchands qui, quand ils arrivent, ils vont à la taverne de leur village et là, ils racontent ce qu'ils ont vu. D'accord? Il n'y avait pas de tourisme. Oui, il y avait quelques rares voyageurs. Mais même les voyageurs, ce n'est pas qu'ils s'achètent un billet d'avion, un billet de train, ils voyagent. Ou ils prennent leur voiture, leur chariot, ils voyagent. Même si quelqu'un a, par exemple, quelques membres, un cousin qui est dans une autre ville, s'il veut aller le visiter, il doit demander à un marchand s'il embarque dans son bateau ou s'il embarque dans son chariot. Donc, le commerce représente des échanges, voilà l'idée, commerce favorise des échanges culturels et technologiques.
Le transport. Évidemment, plus on change des choses, et plus on a besoin des moyens de transport. Or, le moyen de transport le plus utilisé par les Sumériens, c'est les bateaux. D'accord? Les bateaux, ils font des bateaux de plus en plus évolués, de plus en plus capables d'amener de la marchandise, mais ils inventent aussi la roue. Pourquoi ils inventent la roue? Parce qu'ils ont besoin de transporter la marchandise. S'il n'y a pas d'eau, alors il faut la transporter sur terre. Et voilà le chariot et la roue. Dans le diaporama, on verra quel est le document, et c'est un document figuré qui nous démontre que les Sumériens avaient inventé la roue, avaient déjà des chariots en 3000 avant Jésus-Christ. Or, une autre conséquence du commerce, c'est la comptabilité. Plus on a des commerces, et puis on doit marquer ce qu'on a vendu, ce qu'on a acheté, ce qu'on doit aux autres, ce que les autres nous doivent. Donc le débit, le crédit, les contrats, les accords entre les personnes. Et donc les contrats, pour que ça soit clair, on commence à faire des signes, d'accord, de quelque chose qui représente la signature, l'engagement des personnes. Et c'est de la comptabilité, c'est de l'évolution de la comptabilité qui amènera à la grande, extraordinaire invention de l'écriture. Question? Alors, l'écriture. L'écriture des Sumériens. Nous le savons, l'écriture des Sumériens, on l'appelle cunéiforme. D'accord? Pourquoi? On va reprendre. Parce qu'on répète toujours le même signe sur la tablette d'argile. On l'a déjà mentionné au dernier cours. Tablette d'argile pas encore séchée, encore un peu molle. Avec un poinçon, on met des signes. Toujours le même poinçon. Toujours le même signe. Plus profond ou plus léger. Dépendamment de la position qu'on le met, ça veut dire quelque chose de différent. Nous ne sommes pas capables de comprendre. Il y a des spécialistes, ceux qui étudient la Mésopotamie, qui sont capables de lire l'écriture des Mésopotamiens, mais de commun mortal comme moi, comme vous, on n'est pas capable, d'accord, on se fie des autres. Mais c'est toujours le même signe, un triangle. Un triangle qu'en latin on appelle cuneus, et donc voilà pourquoi l'écriture des Sumériens s'appelle l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle a la forme d'un triangle. Vous savez, la date approximative de cette invention est 3500 avant Jésus-Christ. L'écriture des Sumériens va être adoptée aussi plus tard par les autres peuples de la Mésopotamie, les Babyloniens et les Assyriens utiliseront l'écriture cunéiforme, et ça va inspirer aussi d'autres types d'écriture qui sont à la base de l'écriture alphabétique que nous avons. Donc, quelque part, la racine de notre écriture est dans l'écriture cunéiforme. D'accord? Ok. Est-ce que, d'après vous, il y aurait eu l'invention de l'écriture sans l'agriculture? Non. Non. Les nomades n'étaient pas en mesure d'inventer ceci. Mais on va voir quelle est la série de causes-effets. L'agriculture, ça donne un surplus. D'accord? Un surplus. Les surplus? Plus fort? Le surplus fait en sorte qu'on s'échange des produits alimentaires, des produits artisanaux aussi. Donc, et les échanges engendrent, Younes? Il faut se noter. Donc, il y a la... Non? Oui, la comptabilité. Et la comptabilité, au début, ce sont, je ne sais pas, par exemple, je marque sur une paroi de mon atelier, d'accord, que telle personne me doit 10 sacs de blé, et je fais le dessin d'un sac à chaque fois qu'ils amènent un. Vous comprenez? Puis ça sont des dessins. L'origine de l'écriture sont des dessins. Puis les dessins deviennent de plus en plus stylisés. Puis les dessins laissent de la place à un mot humain. Et là, ça devient l'écriture.
Okay? Donc, série de causes et effets, agriculture, surplus, échanges commerciaux, comptabilité. La comptabilité amènera à l'écriture. Alors que première utilisation de l'écriture, je vous le dis tout de suite, j'insisterai beaucoup plus sur le prochain cours, donne beaucoup plus de stabilité, d'organisation à la société. Par exemple, les échanges sont plus clairs, il y a des contrats. Au prochain cours, on verra qu'un roi a l'idée d'utiliser l'écriture pour écrire la loi, pour y mettre la loi. D'accord? Et l'écriture, à quoi ça mène aussi? Si on a l'écriture, qu'est-ce qu'on peut inventer? La littérature, que c'est le prochain mot-clé. Donc, les Sumériens ont aussi la plus ancienne de toutes les littératures, que puis les Babyloniens et les autres peuples vont développer. On parle ici de deux éléments de cette littérature. Une, c'est l'épopée de Gilgamesh. D'accord? Gilgamesh, c'était ce qu'aujourd'hui nous appellerions un super-héros. Hein? Superman, Spider-Man, nommez-moi un autre, l'homme invisible, Fantastique 4, d'accord? Tous ces personnages qui ont enthousiasmé votre enfance et vous enthousiasment encore, d'accord? Vous allez voir les films. Ok. Et c'est toujours le même schéma de narration. Gilgamesh est un grand roi, probablement quelqu'un existait pour de vrai, mais c'est devenu une légende, d'accord? Le grand roi qui doit faire le bien pour son peuple, mais il se trouve plein d'ennemis, d'accord? Et il se trouve constamment dans le trouble. C'est le bon contre les méchants, hein? Toujours le même schéma, les bons contre les méchants, les bons dans lesquels nous nous identifions, qui doit nous sauver, doit sauver. Et il doit faire plein de fatigues, plein de travaux. Il est toujours sur le point de succomber, mais finalement, il gagne. Alors, vous connaissez ce schéma? Oui. Tous les super-héros, c'est comme ça, non? Bon, ce schéma qui est encore aujourd'hui utilisé est très, très, très ancien. Dans les contes de la première littérature, même quand c'était une tradition orale, il y avait déjà le mythe du super-héros. D'accord? Gilgamesh est le super-héros. Puis le mythe de Gilgamesh passe d'un peuple à l'autre, d'une civilisation à l'autre, et pour les Grecs, ça sera Hercule. Hercule, c'est l'histoire de Gilgamesh, et pour les Grecs, c'était Héraclès, d'accord, c'est l'histoire de Gilgamesh modifiée. Et puis, pour les Romains, ça sera Hercule, l'homme fort qui fait les travaux, d'accord, qui bat le lion, qui lui arrache la peau. Okay. Le super-héros, quoi, aujourd'hui on l'appellerait. Puis, il y a une autre littérature qui que vous allez trouver familière. D'accord? Vous allez me citer un personnage. Nous avons dit qu'on craigne le déluge. On va l'écrire encore ici, déluge. Qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, que les dieux sont fatigués parce que les hommes font des mauvaises choses. Et donc, à un moment donné, les dieux décident d'exterminer l'humanité. En finir avec les hommes qui sont méchants, les hommes et les femmes qui sont méchants. Tous, sauf quelqu'un qui est fidèle, qui est bon, à qui on demande de construire un bateau, un grand bateau, où lui et sa famille vont entrer dedans. Et il va prendre aussi un couple de tous les animaux et va les sauver du déluge. C'est l'histoire de Noé. Bon, ce conte-là est arrivé jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible et repris aussi par le Coran, d'accord, qui reprend les contes de la Bible. Dans le premier des livres de la Bible, d'accord, qui c'est la Genèse. La rédaction de la Genèse, pour un croyant, d'accord, que Dieu utilise ces images-là pour passer un message par rapport au sens, d'accord, la création, le déluge. Et ces anciens rédacteurs, des hommes qui voulaient parler de Dieu et inspirés par Dieu, ont utilisé ces anciennes légendes pour passer un message que le croyant, le chrétien, le musulman, les juifs doivent comprendre. Mais pour l'histoire, ce sont des anciennes légendes que les peuples se transmettaient l'un à l'autre et que chacun présentait à sa façon. Pour les Sumériens, évidemment, c'était les dieux polythéistes qui avaient décidé ceci.
Dans la Bible, par contre, c'est le Dieu unique, le même Dieu qui a créé Adam et Ève, le même Dieu qui s'est manifesté à Abraham, Moïse, et qui s'est manifesté aussi à Noé. D'accord? Mais c'est un message, d'accord, qui a sa valeur théologique, mais c'est aussi une littérature. D'accord? Bon, c'est tout pour aujourd'hui.